Emmanuel Ménoni, bonjour. Vous êtes co-auteur avec Bernard Leclerc du Grand Tétras chez Biotop Éditions, donc je montre la couverture. Le Grand Tétras qui est un animal, un oiseau très particulier, enfin très peu connu surtout. Et alors, dans ses particularités, c'est son chant. Il a un chant qui, l'air de rien, est assez sophistiqué. Alors, il a un chant effectivement qui est composé de trois parties. D'abord, une partie de sons un peu métalliques et stéréotypés qui vont en accélérant, mais qui ressemblent en aucun cas à un chant d'oiseau. On peut, si un novice, il ne va même pas penser que c'est un oiseau qui aimait ça. Ensuite, la deuxième partie de la strophe, c'est un bruit exactement comparable à celui d'un bouchon de champagne qu'on débouche. Et puis la fin de la strophe, c'est une espèce de bruit de cisaillement, un petit peu, ou comme qu'on compare parfois au bruit d'un couteau qu'on aiguise. Et pendant cette phase du chant, cette troisième phase du chant, l'oiseau devient sourd et aveugle pendant à peu près 3 secondes, une sorte d'extase qui le rend un peu vulnérable, hein, d'ailleurs, aux prédateurs. Mais en général, le fait que ces oiseaux-là paradent de façon collective avec plusieurs mâles qui sont voisins, eh bien, il y en a toujours un qui n'est pas dans cette phase-là, et si un danger survenait, eh bien, donc l'alerte est donnée par simplement les coups d'aile de l'envol de celui qui a détecté le prédateur, et là, tout le monde réagit. Une autre particularité de ce chant, c'est d'être constitué de basses fréquences, donc qui sont peu perceptibles, que eux perçoivent extrêmement bien entre eux, ils se perçoivent très très bien. Par contre, que les mammifères en particulier perçoivent beaucoup moins bien, dont nous, mammifères, dont nous évidemment. Et c'est-à-dire que cet oiseau énorme, hein, qui fait plus de 3 kg, même jusqu'à 4 kg, n'est pas détecté par nous au-delà de 100 mètres. C'est-à-dire, c'est rien, hein, une simple grille musicienne, on la détecte beaucoup plus loin que 100 mètres. Eh bien, c'est donc une adaptation à la prédation. Et également, l'autre particularité de ces basses fréquences en forêt, c'est d'être peu audible, mais aussi peu localisable. C'est-à-dire qu'on a du mal à dire d'où provient le son. Et ça, c'est deux particularités très intéressantes. Et alors, parmi ces qualités assez particulières, il semble avoir comme un GPS dans la tête, si on peut dire, en tout cas pour choisir son habitat. Cela dit, bon, il y a pas mal d'oiseaux, hein, comme les pigeons notamment, sur lesquels on fait des recherches assez passionnantes dans ce domaine. Alors, on sait quoi pour l'instant du Grand Tétras? Alors, sur ce point de vue-là, de l'utilisation de son milieu, ses capacités d'orientation, c'est assez étonnant de voir comment un jeune oiseau qui n'a encore pas découvert le monde et qui n'a pas quitté le domaine vital où sa mère l'a élevé, eh bien, quand il arrive la période de devoir se disperser pour trouver un territoire de reproduction, ils y vont tout droit, sans hésitation, comme s'ils avaient déjà une carte GPS de tous les sites d'intérêt pour son espèce dans la vallée ou dans le massif forestier dans lequel il habite, voire au-delà. Donc c'est un poids d'orientation étonnant. Un autre exemple que je peux donner aussi, c'est à quel point, quand par exemple des femelles, à un certain moment très précis du mois d'avril, ont besoin de protéines, un énorme besoin de protéines pour constituer le jaune de leurs œufs, eh bien elles vont savoir immédiatement où est tel saule marceau dont les fleurs sont au bon stade pour avoir ces protéines et qui parfois est à 1 kilomètre de là où elles sont. Elles se dirigent sans aucune hésitation. C'est très étonnant. Donc il reste encore plein de choses à découvrir. Ah oui, complètement. Hein. Après 30 ans de travailler, j'ai plus de questions après 30 ans de côté ces bestioles que j'en avais au début, quoi. Bon, bah alors bon courage. Merci.